OK. Alors, je parlais de... Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est les inspirations et puis Parfait, les merci. paradoxes. D'accord. Je parlais le 2 dernières semaines que nous avons fait. À part la semaine dernière, nous n'avons pas eu la séance. Le, Oui. les fois que nous nous sommes rencontrés, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou bien vous avez revu, c'est-à-dire il n'y a pas de problème de ce que on a déjà vu? Est-ce qu'avez-vous des questions par rapport à ça? Et moi, je suivrai les messages là que vous m'avez envoyés, les pères pauvres et les pères riches, mais je OK? n'ai pas encore fini. J'étais en train de suivre et de voir les expériences que les autres ont Mhm. fait parce que ils ont commencé, c'était comme on s'est moqué de lui, mais Mhm. après, ils ont vu qu'il avait réussi et ça devient maintenant l'exemple dans le monde entier. C'est ce que j'avais retenu, mais je n'ai pas encore terminé parce que je ne peux pas en bonne santé. Parfait. OK. Ça, le livre que j'ai donné, c'est comme une référence. Moi, j'appelle ces livres-là le ABC de l'entrepreneuriat. Il va y avoir une partie que nous allons traîner juste pour expliquer ce livre-là, pour parler de Oui, ce que Robert Kiyosaki lui-même il a passé comme jeunesse, de ce qu'il a eu comme oui, expérience pour devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Alors, il vraiment. est très important de voir de se positionner, de voir notre vie par rapport aux autres, aux gens qui ont réussi, par exemple. C'est ça, ce sont les modèles qu'il faut suivre. Tu ne peux pas suivre quelqu'un perdant. Un perdant ne va pas t'apprendre grand-chose, il va t'apprendre quelque chose, mais tu ne veux pas devenir comme un perdant. Comme en Oui, anglais, ils disent des losers. Tu ne peux pas devenir un loser. Un perdant, c'est quelqu'un qui n'a jamais gagné ou alors il n'a jamais essayé. essayez. Hein? Oui, Alors, et il j'ai vu faut là, on m'avait dit qu'avant de gagner, il faut d'abord perdre, il faut d'abord avoir des échecs. Et après absolument, avoir trouvé les échecs, et puis vous allez sauter, vous allez réussir. exactement, exactement. Il n'y a que ceux qui n'ont jamais essayé Non, j'en ai s'essayer qui réussi. perd. Mais si tu es vivant, de ton vivant, donc tu vas savoir qu'un jour, plus tu vas essayer, un jour, ça va réussir. Donc, il ne faut jamais se décourager. Alors, Oui, je vais oui, faire un petit rappel de ce que vous avez nous avons comme objectif dans ce programme ici de l'entrepreneuriat. La répétition est la mère de science. Plus on répète, plus on devient encore, ça va commencer à rentrer. Au début, il ne faut oui, pas avoir peur. Des fois, ça fait peur. La peur, c'est notre propre ennemi. Vous voyez? La oui. peur, c'est votre propre ennemi. Le premier ennemi dans la vie, c'est votre propre peur. Plus vous avez peur, plus vous allez commencer à rien faire, à se laisser intimider. Il ne faut pas avoir peur. Il y a des bruits qui rentrent là, je vais arrêter les bruits parce que l'enregistrement, je veux que les gens qui vont écouter, qu'ils soient à mesure de, de faire. Je vais ouvrir juste quand vous allez avoir des questions. Alors, notre propre premier ennemi, c'est notre propre peur. La peur nous terrorise. La peur nous fait perdre beaucoup de chances. La peur nous laisse dans un état de ne pas essayer. La peur diminue nos chances de pouvoir gagner. La peur fait de toi quelqu'un de faible. Il ne faut pas avoir peur de quelque chose. Quand vous avez besoin de quelque chose, levez-vous et décidez de faire ça. Si vous décidez de faire et que vous échouez la première fois, ça ne veut pas dire que vous êtes incapable. Non. Faites-les, répétez et vous arriverez. Alors, on va commencer là où on a fait pour la première fois et la deuxième fois et là, on va être encore à la même place. On a parlé le programme, on parle du programme de l'initiation à l'entrepreneuriat.
introduction. C'est moi, je prends ça, je mets comme l'introduction à l'entrepreneuriat pour dire qu'on commence quelque part. Et ça, plus on va commencer, plus on va essayer d'aller plus loin. Alors, on part de l'introduction à l'entrepreneuriat. On a dit on va définir, on va prendre les définitions, on va faire quelques thèmes et puis des concepts et des théories qui vont faire qu'à un moment donné, on va apprendre. Comme tantôt, on parlait du livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Donc, ce sont là des notions que nous allons commencer à rentrer dans notre cerveau et ce sont ces notions-là qui vont commencer à transformer notre façon de voir les choses. Vous voyez? Donc, on a aussi les inspirations. Dans un monde où nous vivons aujourd'hui, il faut s'inspirer de quelque chose. Sans ces inspirations, on va rester stagné dans la même position. Et si on est bloqué, qu'on ne fait rien, on ne bouge pas, il n'y a rien qui va bouger. Le monde que nous vivons aujourd'hui demande cette mobilité. La mobilité, c'est-à-dire que de pouvoir se déplacer, de pouvoir grandir un peu, de se surpasser. Vous voyez? Alors, ces inspirations-là vont nous donner une autre vision. Et dans ça, on va voir l'importance de tout ça dans la société. Et c'est quoi? Quelles sont les opportunités qui se présentent devant nous? Et des fois, on oublie ça, on voit pas, on oublie, on voit pas les rêves disparaître. Mais ici, dans ce programme, on va commencer à rajeunir nos rêves, les opportunités qui sont à côté de nous. Il faut savoir comment les saisir. Comment aussi créer des emplois. Dans les pays comme là où moi je me trouve, il y a les services de création d'emplois. Les services de création d'emplois, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Imaginez, l'autre fois, je vous parlais des deux extrêmes, comme on vous dit, par exemple, d'écrire 2 livres. Et le livre qui est, par exemple, ici, donc au Canada, États-Unis, les autres pays occidentaux, c'est comme une Bible ou bien un Coran, parce que les idées sont déjà remplies. Pour rentrer d'autres idées et que ces idées-là soient acceptées, ça va prendre beaucoup de temps et ça prend aussi des fois c'est un peu difficile d'arriver, d'ajouter des choses. Tandis que de l'autre côté, le livre que moi je parle de nos jours aujourd'hui pour le développement en Afrique, c'est comme un livre qui est vide. Et parmi nous, là où nous sommes aujourd'hui, si on dit d'écrire, quelqu'un qui est vraiment éveillé, il peut écrire 5-10 pages en quelques minutes. C'est-à-dire, au niveau de la création de l'emploi, ça ne doit pas manquer. Les gens ont besoin de tout. Le service, non, mais tout ce qu'on a besoin, c'est-à-dire, il faut arrêter l'idée de dire, on a besoin de quelque chose, il faut aller le trouver ailleurs. Il faut arrêter ça. Nous avons cette obligation de stopper cette hémorragie. Parce que nous avons tout chez nous. Et imaginez que ces gens, ils quittent ici, en Occident, pour aller puiser chez nous ou venir remplir chez eux, là où c'est déjà plein. Donc, notre mission aujourd'hui, d'apprendre l'entrepreneuriat, c'est d'entreprendre là où nous sommes. Là où il y a tout que nous pouvons faire pour devenir encore mieux que peut-être eux ici. Regarde les Asiatiques. Je vois encore dans les années, des gens qui ont grandi, par exemple, de ma génération, dans les années 70-80, la Chine, quand on parlait de la Chine, on voyait l'Afrique, c'était quasiment, il n'y avait pas de différence. Mais aujourd'hui, la Chine est devenue comme une première puissance mondiale. Mais qu'est-ce qui a fait? C'est l'entrepreneuriat. C'est des entrepreneurs. Et quand ils font ça de façon communautaire. Quand ils arrivent quelque part, ils se regroupent pour faire un business pour tous. Mais nous, quand on part quelque part, ou bien même chez nous, si on veut faire un business, on part toujours en solo, seul. C'est pourquoi on s'essouffle. On n'a pas les moyens. Mais quand vous êtes 2, 3, 4, 5, 10 ensemble,
peu importe ce que vous avez, vous le mettez ensemble et vous allez voir que cette importance-là, plus dans une partie où je vais parler plus des moyens de financement, les banques. Ce sont des banquiers, les banques qui aident le financement pour les jeunes entreprises. Et ces jeunes entreprises, on les appelle les PME, petites et moyennes entreprises. Et c'est eux qui sont souvent dans les pays organisés, on les appelle les poumons de l'économie. Parce que l'État prend ces gens-là en considération et il leur donne, par exemple, des crédits d'impôt. Ils sont moins imposés et on les encourage de faire d'autres créations. Plus vous allez créer, plus l'État va vous reconnaître et plus vous allez avoir de l'argent. Et c'est pourquoi vous voyez, je vais vous ouvrir une parenthèse là, vous allez voir des jeunes, par exemple, américains ou bien européens, quitter leur pays et ils sont en Afrique pour faire des recherches. Les recherches de quoi? Vous ne savez pas. Et des gens qui les côtoient, ils ne se posent même pas de questions, mais qu'est-ce que vous faites là? Et on voit juste qu'ils sont là comme soit des touristes ou bien ils travaillent quelque part, mais ce sont des jeunes entrepreneurs. Mais eux, ils ne viendront pas là pour vous enseigner ce que moi je vous parle ici. Ils viennent pour chercher comme ils ont fait depuis l'époque depuis la civilisation, depuis ce qu'ils ont fait depuis chez nous, de l'esclavagisme à la colonisation. Eux, c'est leur mission d'aller chercher et amener des choses chez eux. Ils n'ont pas tort. Donc, en ce moment, nous devons absolument, nous aussi, nous réveiller. Il ne faut pas qu'on reste juste comme des spectateurs. Il faut commencer à se donner de bonnes connaissances et s'inspirer des autres. Vous allez voir ici, dans ce programme ici, tel que j'ai exposé ça la dernière fois. On parle de la création de l'emploi, on parle de la fondation, c'est une fondation de base. Si on a cette base-là, et après, vous allez voir que ces petites et moyennes entreprises, à un moment donné, vont devenir des grandes entreprises, après, on va rentrer peut-être dans une autre phase qui est la phase de l'industrialisation. Des produits que nous avons chez nous, à la place de les vendre, par exemple, aux produits bruts, à l'extérieur, on va commencer à faire que ce produit-là soit vendu comme étant des produits finis. Je parle, par exemple, comme dans le produit agricole, par exemple, les cafés, les cacao, les VA, pourquoi pas de l'or et tant d'autres. Donc, il faut faire une base. Et cette base-là, ça doit partir des personnes que vous êtes là, vous vous organisez, et petit à petit, nous allons commencer à voir d'autres choses. Avec les moyens que nous allons commencer à avoir, les banques vont voir la capacité que nous sommes en train de faire à gérer les choses chez nous, et les banques vont s'impliquer. Et si l'État, on parle l'État, c'est nous l'État d'abord, on parle le gouvernement, les gestionnaires de l'État, voilà les mots qu'il faut utiliser, les gestionnaires de l'État qui ont des bonnes foi et de bonnes volontés, qui se porteraient comme des volontaires normalement, je ne rentrerai pas dans la politique ici, normalement, les gens qui gèrent les choses de l'État, c'est comme des missionnaires, c'est comme des volontaires. Ce n'est pas à eux. Ils ne sont pas des gens qui sont des... On ne peut pas partir chez soi pour aller devenir riche en travaillant dans un gouvernement. Si vous voyez quelqu'un qui était pauvre, ou bien alors il a juste étudié et puis il est allé travailler, il travaille au gouvernement, il est riche, mettez-le dans votre tête que c'est un voleur. Parce que ce n'est pas là où il faut aller chercher à devenir riche. Si tu veux devenir riche,
faire ce que vous êtes en train de faire ici, d'apprendre comment travailler pour vous et développer votre propre richesse avec vos propres efforts. Dans d'autres pays, les gens vont à la politique pour améliorer là où ils ont travaillé dans le privé et ils vont amener leur expertise à l'État pour dire que je vais faire ma part pour augmenter les recettes de l'État. OK. Quand on parle de, c'est-à-dire, là, on arrive maintenant dans un contexte où on va voir les connaissances acquises. Quand vous avez ces connaissances-là, que vous allez apporter comme votre part dans le développement de votre patrie. Et ces expériences-là sont demandées à tous les niveaux. Nul n'est plus important que d'autres. Un cordonnier n'est pas, est aussi bien qu'un avocat. Un avocat est aussi mieux qu'un médecin. Un médecin peut être aussi comment on dit, un électricien, un plombier. Tout le monde est important pour le développement d'un pays. Et dans d'autres pays, chez nous en Afrique, on catégorise que ces personnes sont plus importantes que d'autres. Ça, c'est le premier défaut. On néglige d'autres personnes. Un policier qui garde, qui fait que, qui est la sécurité au niveau de la population, dans certaines places, on les néglige. Un militaire qui fait que notre territoire soit protégé est mal payé. Un professeur qui éduque les enfants et fait que les gens deviennent conscients, un professeur qui a plus la connaissance, qui amène son expertise à pouvoir aider, surtout au niveau de l'éducation, on les néglige. Pour un politicien qui a aussi étudié comme un professeur, mais on lui donne plus l'importance. Pourquoi? Je ne sais pas. Posez-vous la question. Donc, nous devons comprendre que c'est nous qui sommes le moteur, les gens qui doivent aider ces gens-là à comprendre aussi les choses. Alors, c'est le mindset. Le mindset, votre capacité d'absorber les choses, de voir la vision que vous avez. Nous allons voir ça dans ce programme. Je vais vous donner cette opportunité de pouvoir explorer un peu de choses dans ce contexte-là. Alors, il est important pour nous de se former, puis c'est un entrepreneur a une vision et sa vision doit être claire. Et quand on fait, pourquoi on fait tout ça là? Parce qu'on a un rêve. On veut tout savoir, on veut tous faire de l'argent. Money. Je m'excuse, l'argent. On ne refuse pas l'argent. Mais à un moment donné, je vais vous dire quelque chose que ça va peut-être vous étonner, mais parlons de cette phase ici. On va parler de l'argent parce que nous avons des conditionnements. C'est comme un conditionnement mental que nous avons tous, qui est l'argent. Sans l'argent, on ne peut pas évoluer plus que ça. Mais à un moment donné, je vais vous apporter cette théorie qui va faire comme une contradiction, mais ce ne sera pas une contradiction parce que je vais vous expliquer aussi pourquoi. La classe sociale de vie. Nous sommes des gens qui avons toujours, on veut se positionner, on veut se mettre en valeur. On veut que les gens nous voient. Vous habitez dans quel quartier? C'est quoi la voiture que vous conduisez? C'est quoi votre moyen de transport? Vous voyez? Vos enfants vont dans quelle école? Ce sont des conditionnements mentaux, la classe sociale. Maintenant encore, c'est moins. À un moment donné, il disait, bon, écoutez, la classe, toutes ces histoires-là, il fallait les éliminer parce que l'école a été créée pour faire, disons, éliminer les inégalités sociales, mais à un moment donné aussi, l'école est venue encore pour amplifier peut-être d'autres inégalités. C'est dommage. Et c'est ça la vie humaine aussi. Et notre environnement aussi nous force à des choses, notre environnement particulièrement, la famille, les autres,
le quartier, tout, tout, tout. Ça nous force aussi à pouvoir aller chercher encore plus. Vous voyez? Et, et qu'est-ce que nous aussi, par rapport à ce que nous faisons comme argent, et qu'est-ce que nous pensons aussi de l'argent? Que pensez-vous de l'argent? Comment dépensons-nous notre argent? Ça aussi, il y a une importance capitale à ce que vous vivez. Vous voyez? Ça vous amène à d'autres raisonnements. Nos habitudes de vie, les fréquentations des activités qu'on fait après le travail, après tout ce qu'on fait, qui sont nos modèles aussi, nos idoles, ça, ce sont des conditionnements, moi je dirais. Ce sont des conditionnements. Il faut avouer que la vie n'est pas si facile, mais il y a possibilité de faire en sorte que, est-ce que vous voyez encore mon écran? Faites juste un signe, symbole, un OK, oui, OK. Est-ce que je me fais entendre? Faites un signe là, signal là que je vois que je ne parle pas tout seul. Mais de toute façon, j'ai dit, j'enregistre et je vais faire ça dans les... Ouais, c'est bon. Alors, et ce monsieur, moi, je pense qu'il m'a inspiré, il m'inspire beaucoup, Robert Kiyosaki. Ces systèmes et ces conditionnements, nous allons voir quelque chose, nous allons nous inspirer de ça dans la société, à travers le monde. Ça nous demande, il y a toujours, on se projette avec ce que nous avons à nos côtés. Mais ici, quelque chose que j'ai fait dans le premier, j'ai démontré un peu plus dans les deux premières vidéos. Ici, je vais aller un peu vite pour aller vraiment donc, dans la conclusion de ces modules ici. Comment sortir de la pauvreté? Comment faire pour s'en sortir de la pauvreté? Ici, j'ai ce centre ici, les centres d'intérêt que je vois, c'est psychologique, je vois, quand on parlait avant de l'école, l'école était comme un lieu où on faisait que tout le monde, quand tu es allé à l'école et que tu as terminé tes études, ta vie va changer. Tu sors de la pauvreté. Ce sont là des missions que les gens voyaient de l'école. D'abord, il fallait éliminer les inégalités. Ensuite de ça, c'est quand tu fais des études, donc c'est-à-dire tu es un évolué, tu ne peux plus manquer de boulot. Ce qui n'est pas vrai aujourd'hui. Ce qui n'est pas vrai aujourd'hui. C'est un peu partout maintenant aujourd'hui. Ce n'est pas rassurant que quand tu vas terminer, tu vas être employé. Ça aussi, on va essayer de travailler avec toutes ces conséquences pour savoir pourquoi, quand même, il faut étudier. Il faut savoir lire et écrire, c'est très important. Calculer. Il faut que le cerveau soit actif. Il faut que vous soyez capable de faire des discussions avec les gens et négocier aussi, communiquer avec les autres proprement et vous allez commencer à changer votre vie. On parlait ici, et la théorie reste quand même un peu pareille. Moi, j'ai dit, d'abord, l'école classique, on dit, allez à l'école, et une fois terminé, vous allez trouver du travail, vous allez fonder une famille et acheter une maison, ainsi de suite. C'est comme un petit... à l'extérieur, ça fait comme un cercle vicieux, un cercle là qui fait vraiment donc comme la roue qui vous tourne, qui vient pour rejoindre l'autre côté, que ça fait comme un cercle. Mais à l'intérieur, c'est comme une étoile. C'est votre étoile à vous. Vous, vous devez faire ça par vous-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va faire pour vous. Si vous attendez que quelqu'un d'autre vienne faire pour vous ce travail-là, que vous allez sortir de la pauvreté, vous allez peut-être attendre longtemps. Vous avez une mission à vous personnelle de vous battre, de chercher par tous les moyens. Qu'est-ce que je dois faire?
quel talent j'ai pour faire que je ne puisse pas rester dans la pauvreté. Si je veux aller à l'école, je dois choisir quelque chose. Il doit y avoir une vision dans ma tête claire que là où je ne vais pas aller étudier juste pour étudier. Ce qui fait lamentablement comme étant un échec de ceux et seuls qui font de nous comme étant des étudiants éternels dans certains pays. C'est comme une culture francophone. Je trouve ça dommage que l'école est devenue comme une garderie où les gens vont des fois à l'école pour étudier. Ou alors ils vont étudier pour avoir le diplôme. C'est malheureux. Mais dans d'autres places, dans d'autres sociétés, je prends l'exemple de certains pays anglophones, dans beaucoup de pays anglophones, c'est pas la même chose. Je peux me tromper, mais je vous dis que ce n'est pas la même mentalité du tout. On va développer ça. Donc, l'entrepreneuriat en ces moments, pour moi, je considère que c'est quelque chose que nous devons nous impliquer les nôtres, nos enfants, nos familles à comprendre l'importance de l'entrepreneuriat. Ça met dans une société active quelque chose que tout le monde a un potentiel quelque part à ce qu'il sait faire pour le valoriser. Il peut vendre les services, il peut vendre son talent, il peut vendre, c'est-à-dire tout est possible pour faire que ça soit, même quand vous êtes aux études, vous pouvez faire quelque chose étant étudiant. Et c'est ça ce que je dis, chez nous, comme dans les pays francophones, la majorité des places où j'ai des gens que je connaisse, quand tu es aux études, tu ne peux rien faire autre chose que étudier. Ça, c'est rare de trouver ça dans le pays anglophone. J'ai trouvé une petite vidéo là. Cette jeune fille-là, elle parlait de ça sur Facebook, mais j'ai placé ça dans le groupe L'initiation à l'entrepreneuriat. Si vous avez la chance de les regarder aujourd'hui, écoutez cette jeune fille, la façon dont elle explique ça. J'ai dit, waouh, c'est une jeune africaine, là. Et l'émission s'est passée où? Je ne sais pas si c'est en Côte d'Ivoire ou bien au Sénégal ou bien au Burkina Faso, je ne sais pas. Mais j'ai aimé ça, c'est pourquoi j'ai envoyé ça dans le groupe. Alors, il faut se créer ses propres activités, savoir créer ses propres activités. Et quand vous fondez une famille, savoir que la responsabilité des familles, c'est pas comme c'est pas un jeu, là. Vous allez vivre, si vous voulez fonder une famille, vous êtes un homme, sachez que avoir une femme à ses côtés, ce n'est pas facile. Et si vous avez des enfants, ça devient encore plus. Ouais. Et si vous êtes une femme ou si vous êtes à côté d'un homme, être à côté d'un homme, ce n'est pas évident. C'est une autre personne que vous allez faire maintenant comme un parce que vous devenez un. Vous allez partager des choses ensemble. Et si vous avez des enfants, vous allez mettre ces enfants-là vont devenir votre centre d'intérêt. Et vous allez construire votre avenir, votre vision de vie va commencer à grandir ensemble. Donc, ça, ce sont des responsabilités. Et maintenant, quand on parle aussi question de responsabilité, on parle question d'étudier. Ici, on voit qu'est-ce qu'il faut. Qu'avons-nous vraiment besoin? Avons-nous besoin de savoir ou de savoir-faire? Les savoirs, c'est autre chose. Savoir-faire aussi, c'est autre chose. Mais si vous avez les deux ensemble, bravo. Vous avez pratiquement une bonne partie de la réussite de votre vie. Alors, il y a eu quelques temps, je parlais de formes de développement.
on va voir comment l'Europe s'est développée. Les Européens se sont développés, on alla chercher des choses en Afrique par les moyens d'esclavagisme. Et après, ils sont venus avec les, comment, les histoires des missionnaires, avec les églises. Après, ils sont venus avec les histoires de la politique pour dire on est arrivé jusqu'à la démocratisation. Après, on a commencé à jouer avec des mots. Et leur développement, c'est comme ça qu'ils se sont enrichis. L'Amérique est passée, c'est le même peuple d'ailleurs. Le même peuple, même mentalité. Des vainqueurs, c'est-à-dire, eux, ils sont des conquérants. Mais les Asiatiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Asiatiques, ils ont joué le malin. Ils ont joué le malin. Ils ont dit, nous n'avons rien. Tout ce qu'on peut faire, c'est de vous aider. Regardez vos industries, ça vous coûte très cher là-bas chez vous. Amenez-nous, employez-nous à des prix très bas. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à faire, par exemple, ils ont une industrie, par exemple, ici, ils payaient les employés, par exemple, comme 20 $ de l'heure, mais ils vont aller en Chine, la même usine, avec le même produit, ils vont aller commencer à payer les gens 2 $ de l'heure. Mais ils n'ont pas refusé. Ils ont accepté, ils ont commencé à reproduire les choses, à fabriquer des choses pour eux, les Européens, les Américains. Ils fabriquaient des choses là-bas et puis ils les commercialisaient où? En Afrique et partout dans le monde. Voilà leur richesse. Et tranquillement, les Asiatiques, ils ont joué le malin. Comment? Avec le peu qu'ils ont reçu, ils ont commencé à savoir faire la gestion des choses. C'est que les Africains titubent à faire. Un Africain, les Africains en général, je parle pas d'un cas particulier ici, là. Les gens qui gèrent les avoirs de l'État, on les a donnés un autre grade. Un autre grade, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des riches. Quand quelqu'un travaille en politique, il devient ministre chez vous, toute la famille devient une famille des riches. Ça, c'est grave. C'est méchant pour votre propre développement. Donc, les Asiatiques ont fait le contraire. Ils ont dit, nous allons accepter de rester pauvres sur le plan personnel, mais que notre État encaisse beaucoup. Voilà où ils ont tiré profit. Et quand les Européens, quand les Américains se réveillés, c'était déjà tard. Voici là où nous sommes aujourd'hui. La Chine est au top. L'Europe en dégringolade. L'Amérique, les genoux sont courbés. Donc, la seule place où ils ont encore le monopole, c'est-à-dire que ça leur aide, ça les aide un peu, c'est parce qu'ils ont encore des compagnies en Afrique qui les exploitent. En plus, je peux les dire ouvertement, qui est frauduleusement, parce qu'ils ne payent pas tel que les produits sont vendus à l'extérieur. Et ça prend maintenant la responsabilité aux Africains de dire notre façon de se développer, soit vous mettre dehors tous, ou alors vous accommoder et que nous aussi on s'accommode et qu'on commence maintenant à faire une gestion intelligente. Ça, propre à l'Afrique de le faire. Mais avec la génération que moi je vois aujourd'hui, si nous continuons à aider les gens à comprendre ces genres de théories, je ne m'en doute pas qu'il va y avoir des changements
D'abord, je félicite nos amis sénégalais de ce qu'ils viennent de faire et j'espère que d'autres pays vont suivre. Déjà, je parlais de questions des Burkinabés, le Malien et puis le Niger, ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire c'est un début de tout. À mon point de vue, le vrai panafricanisme devrait maintenant mettre racine pour dire que non, il faut trouver moyen pour nous de mettre en sorte que nous soyons tous unis ou bien alors de faire de nous quelque chose c'est-à-dire faire quelque chose pour que nous puissions aussi devenir puissants comme d'autres continents, enfin. Comme ça, on va commencer à se regarder face à face. On se retrouve, on fait des négociations gagnant-gagnant. Ce n'est que des théories. C'est que moi, je vous parle ici, je ne demande pas une révolution aujourd'hui, je passe plutôt le temps à faire des recherches pour informer des peu que j'ai comme connaissance, de partager aux autres. OK, alors, sur ce, on avait parlé aussi de ce que je disais au début ici de M. Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, moi, j'aime ce monsieur. Pourquoi? Parce qu'il m'inspire beaucoup. Il a écrit ce livre-là, j'ai la copie ici, la copie avec moi, Le Cadran. Dans ce livre-là, Les Cadrans, il parle de, c'est quatre quoi ici, OK? La partie E ici, c'est quand tu vas à l'école, on te dit, on te prépare, quand tu vas à l'école, on te prépare pour devenir employé, pour devenir un travailleur. Et à ça, ça arrive aussi qu'il y a des gens qui vont aussi à l'école, mais ils ne se sentent pas bien de travailler pour quelqu'un d'autre. Ils vont devenir des self-employés, qu'on appelle les indépendants. Dans tous les domaines, hein, je dis, ça peut être un cordonnier, peut être indépendant, un avocat peut être indépendant, un médecin peut aussi être indépendant. Voilà. À ça, il y a aussi les avantages et désavantages de chacun de ces deux-là. Un employé, par exemple, qu'est-ce que vous savez? Vous savez déjà qu'être un employé, c'est qui? C'est que tu travailles pour une entreprise, tu travailles pour quelqu'un, on te paye le salaire et tu as certains avantages qui viennent avec ça. Et les inconvénients, on est qu'on te donne une valeur que eux, ils savent qu'on te donne, par exemple, comme si on te donne de travailler 10 dollars de l'heure, tu ne peux pas changer ça. C'est eux qui vont changer à la hausse s'ils trouvent que tu fais bien et des petites augmentations qu'ils vont donner. Par contre, si la valeur de ce travail-là, tu vas voir que l'inégalité déjà s'impose à un certain niveau, que le même travail que toi tu fais, on te paye par exemple 10 dollars chez à la compagnie A, la compagnie B pour le même travail, et va payer ses employés à une autre valeur. Qu'est-ce qui fait la différence? Je ne sais pas. C'est les deux employés différents. Les employés sont différents. Alors, c'est ça, c'est-à-dire l'inégalité revient encore. Et dans d'autres places, on dit par exemple que non, voilà, dans les compagnies étatiques, par exemple, on dit qu'il n'y a pas de différence si ils travaillent pour, par exemple, pour telle compagnie A et pour compagnie B, si c'est l'État, donc c'est-à-dire tout le monde va avoir le même salaire. Peut-être dans d'autres places, ils vont dire ça dépend des régions. Tu vois, on va catégoriser. Là, ça commence encore, les inégalités vont rentrer. C'est-à-dire, ce n'est pas clair. Et dans les simples employés, on va voir que les simples employés, les indépendants, ils sont bons, c'est-à-dire il est indépendant, moi je suis bien, je travaille pour moi. La conséquence en est que le jour où il n'ouvre pas sa boutique, il n'ouvre pas son bureau, il n'a pas de salaire, quelque part, qui gagne. C'est bon, il assume que c'est ma responsabilité, c'est à moi. Et dans ce même contexte ici, il y a d'autres, un circuit, c'est comme un circuit là. B ici, c'est le type de personnes
qui ont compris le système monétaire, le système, comment il fonctionne dans un contexte, comment faire de l'argent. C'est-à-dire, il dit, ah bon, moi, je pense que j'ai un grand terrain ici et ce terrain, je ne serais pas capable de faire un champ de maïs, un champ de manioc par moi-même en un rien peu de temps. Donc, j'ai quelque chose, je vais appeler les amis qui vont travailler ou bien je vais engager quelques personnes qui vont travailler. Moi, je vais les payer pour un temps et quand la production va être, moi, je vais gagner tout. Tu vois, ça, c'est un système. Lui, le business person, lui, il a compris des choses. Il a compris que si je travaille seul, je vais gagner. Mais si j'invite encore d'autres personnes qui vont travailler avec moi, avec les efforts de tout et chacun, donc, moi, je vais leur payer une partie, une portion, et le reste, ça va être pour moi. C'est pourquoi on les appelle, ils acceptent de se faire appeler des patrons. Les patrons. Il est patron parce qu'il patronne, il gère un ensemble de personnes. Dans la gestion des choses, il sait ça, mais ce n'est pas tout le monde qui a aussi cette capacité-là, il faut l'avouer, et on accepte parce que c'est une réalité qui s'impose dans la vie. Tout le monde ne peut pas être égal. Et dans la quatrième partie, on parle de l'investisseur. Un investisseur, c'est quelqu'un qui a compris que moi, je peux travailler aujourd'hui. J'ai, par exemple, 18, 19 ans, je suis fort, je peux me réveiller le matin, je travaille, je bosse, je viens, puis je continue. Mais rendu à plus de 40, 50, 60, 70 ans, tu n'as plus la même énergie. Et je préfère, à mes bas âges, commencer à garder un petit moyen et mettre ça quelque part dans un système, c'est-à-dire comme un investissement à long terme qui va commencer, l'argent que j'ai déjà travaillé avant, ces investissements vont commencer à me donner des dividendes pour les restants de ma vie. C'est-à-dire vos efforts que vous avez contribués avant vont commencer à vous payer, votre argent va commencer à travailler pour vous. Donc, c'est un circuit qui fait que tout le monde, tu peux passer dans tous ces circuits-là des quatre coins pour faire le bonheur de votre vie. Et si vous avez compris le système, mais ceux qui n'ont rien compris du système, ils vont juste accepter de rester ici, à ce point ici de l'employé, pour les restants de leur vie, jusqu'à ce qu'il va mourir. Mais il y en a d'autres aussi qui vont faire qu'il est juste employé, du coup, il a commencé à investir. Il peut passer aussi dans ces systèmes-là. Il peut faire aussi ce même circuit. Ça dépend de vous. C'est pourquoi il faut avoir une souplesse. Cette souplesse-là, donc, c'est-à-dire votre esprit doit être ouvert à apprendre tout le temps, apprendre, apprendre, apprendre et apprendre. Donc, ça vaut la peine. Et dans cette partie, c'est le livre-là que je vous ai envoyé. Vous allez écouter ces livres-là, mes chers amis. Ces livres-là, moi, je pense que c'est la clé, c'est ABC de l'entrepreneuriat et la clé de votre propre vie. Ça peut changer votre mental si vous l'écoutez très bien. Alors, c'est ça, la même chose que j'ai répété ça ici. Donc, c'est-à-dire en français, en anglais, pour moi, je fais ce module-là pour essayer de faire comprendre aux gens vraiment c'est quoi l'importance de l'entrepreneuriat. Et je pense qu'avec ça, tout le monde est capable de tirer son épingle des jeux. Alors, c'est cette partie-là, j'aime aller là chaque jour pour aller enrichir ce que nous avons vu déjà avant. Vous voyez que si vous avez été dans les deux ou bien vous avez suivi les deux premières séances et de ce que je viens de faire aujourd'hui, je me répète peut-être souvent, mais mes idées sont toujours vers la créativité. J'essaie, dans l'ensemble, j'essaie d'ajouter un peu du piquant, du piment, un peu de sel, un peu un peu de tout pour mettre ça et vous pousser à comprendre encore mieux c'est quoi
l'entrepreneuriat. Et dans cette deuxième partie ici, la semaine passée, la semaine d'avant, avant qu'on prenne un petit repos la semaine passée, je vous ai parlé ici de la définition de l'entrepreneuriat. Vous avez la vidéo, vous pouvez regarder, je ne reviendrai pas là pour mélanger. Et on a parlé de la vision et la créativité. Mais aujourd'hui, laisse-moi clôturer ou bien résumer dans la prise de risque. Écoutez-moi bien, dans tout ce que nous faisons dans la vie, il y a toujours un risque. S'il n'y a pas de risque, c'est-à-dire il n'y a rien. La vie sans risque, il n'y a pas de vie. Il faut savoir prendre les risques. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques. Vous allez vivre avec ça. Vous allez, à un moment donné, c'est-à-dire, si moi je vous raconte, un jour, peut-être à un moment donné, on va s'asseoir, si on est face à face ou bien dans une conférence, je vais faire juste pour parler seulement de l'expérience, de ce que moi je fais, de ma vie pour l'entrepreneuriat. Je vais vous parler de ce qui m'a forgé, ce qui me pousse, ce qui fronte vraiment dans mon cœur, ce qui me touche vraiment pour dire que ce que j'endure dans l'entrepreneuriat, ce sont des choses qui m'ont fait plus mal. Par exemple, les pertes, par exemple, que j'ai subies. J'ai perdu de l'argent. Mais des opportunités qui m'ont été vraiment à la limite, j'étais, oh, qu'est-ce que je dois faire? Mais c'est là que tu apprends plus. Ce n'est pas les moments où tu as gagné plus que tu vas te souvenir ou bien que ça va te donner plus. Non, non, non. Ce n'est pas ça. C'est plus le temps que tu as vécu, les expériences négatives que tu vas voir qui vont te forger encore plus, qui vont te mettre vraiment dans une situation que tu ne vas jamais oublier et ça va renforcer encore ta vision de ce que tu voudrais devenir. Et lisons un peu moi, je prends ça comme la prise de risque, c'est quoi? Les entrepreneurs sont prêts à prendre des risques calculés et à sortir de leur zone de confort. C'est quoi la zone de confort? La zone de confort, c'est quand vous vous sentez que vous êtes bien, mais vous n'êtes pas bien parce que c'est juste un miroir. Quand vous vous sentez bien là, vous n'êtes pas bien, je vous garantis. C'est-à-dire vous vous laissez dans une situation que vous vous sentez confortable alors que ce n'est pas vrai. Parce qu'on a besoin de l'évolution. On a besoin d'évoluer, on a besoin de faire quelque chose pour se sentir bien. C'est-à-dire, et vous avez peur de ce qui est plus que vous, ce que vous n'avez pas encore fait avant. Mais vous vous sentez confortable même dans la misère. Il faut s'élever, il faut bouger. Okay? Sortir de votre zone de confort. Mais ce n'est pas évident. Des fois, ça prend un booster, ça prend quelqu'un qui va vous réveiller, ou bien ça prend un événement important. Un événement, c'est quoi? C'est-à-dire que ça peut être aussi, vous perdez votre emploi, par exemple. Il y a des gens qui travaillent, ils ont un travail et ils ne veulent pas attendre, par exemple, de l'opportunité de faire autre chose. Ils s'attendent que, bon, voilà, mon travail, je suis au bureau, j'ai veston, cravate, pagne, bien habillé, je me sens, je ne peux pas aller travailler dans des histoires qui vont me salir. C'est-à-dire, ils se sentent confortables dans cette bulle-là. Mais à un moment donné, il y a un événement qui va arriver. Boum, la compagnie ferme. Et en même temps, la femme était peut-être enceinte
commence peut-être la grossesse. Et du coup, mais comment on va vivre? Ça, on appelle ça des boosters. Mais les gens faibles vont trouver que c'est la malchance. Ils vont dire, ah, peut-être c'est les sorciers qui m'ont fait ça. Ils vont trouver toutes sortes de raisons pour dire que c'est pas normal. Mais quelqu'un qui se sent à un esprit d'entrepreneuriat, il va dire, là, c'est le temps où moi, je pensais que ça ne pourra pas arriver, mais c'est arrivé. J'ai maintenant le dos au mur. Qu'est-ce que je dois faire? Chez nous, on dit, un homme qui est cloué le dos au mur, fait attention devant lui. Parce que si il arrive de sortir là où il est collé au mur, le premier obstacle qu'il va trouver, ça va être vous, et vous risquez d'être la personne qui va encaisser. Donc, aussi violent que tu peux faire, aussi vite que tu peux sortir dans cette situation difficile. Vous allez voir qu'il y a des choses que on va se raconter à un moment donné, vous allez dire, mais écoutez, ou bien dans d'autres livres, vous allez lire ça aussi, c'est ça la vie de ceux qui ont gagné. Ceux qui ont gagné, il est arrivé toujours quelque chose dans leur vie qui a transformé leur mental. Vite. OK. Et poursuivre, sortir de votre zone de confort pour poursuivre leur objectif. Quand vous sortez de cette zone-là de confort et que vous poussez la machine à fond, vous allez atteindre vos objectifs sans aucun problème. Les entrepreneurs comprennent qu'il doit y avoir des échecs à un moment donné. OK? Et ce sont les échecs qui transforment leur vie. C'est de ça que dans cette partie-là, c'est ça que je vais dire. Ils comprennent que l'échec est une possibilité. Mais, ils le voient comme étant une expérience d'apprentissage plutôt qu'un revers, qu'un échec en particulier. Ne mettez pas l'échec comme étant votre temps final. Comme dans les cas échéants, il y a des gens qui arrivent à enlever leur propre vie parce qu'il a connu un moment difficile. Mes chers amis, ça, c'est la pire chose que ça peut arriver. Mettez dans votre tête que un échec, l'échec en soi n'existe pas. C'est votre conception qui fait que vous vous sentez limité. Parce qu'il y a d'autres qui ont déjà traversé ces genres d'épreuves. Et pour arriver à ne pas avoir ce genre de choses, tenez-vous bien que nous avons une possibilité de vaincre n'importe quoi par non-prière. Je suis un croyant. Je prie beaucoup. Je mets mes genoux à terre. Même tant bien que mal, difficile, avant de dormir, je prie. Je me lève, je prie. Avant de manger, je prie. Et toutes les occasions qui me permettent, par exemple, que j'avais de sortir chez moi, je rentre dans la voiture, la première des choses que je fais, c'est une prière et puis je m'en vais. Donc, croyez-moi, si on utilise ce genre de choses, on est déjà sur la bonne voie pour réussir dans la vie. Voilà un peu ce que je voulais faire donc comme la séance de ce mercredi, partager avec vous. Et ceux qui vont suivre en différé par vidéo, ils vont aussi être contents. Et pour vous qui êtes présents ici pour moi, c'était un grand plaisir. Croyez-moi, quand je fais ces séances comme ça, je me sens privilégié de connaître les gens et garder des relations. Et puis, je sais que quand vous allez commencer vos activités, ceux qui m'appellent même après que nous ayons terminé ces
ces genres de séances sont toujours les bienvenus. C'est pourquoi dans les groupes, je voudrais avoir vraiment des gens. J'ai des amis qui travaillent avec moi dans les groupes comme étant des administrateurs. Je suis très content. Il n'est pas là, il est descendu. Donc, il y en a d'autres qui sont là. Donc, pour moi, c'était un grand plaisir de partager les temps avec vous. Oh, mon cher Sané, vous êtes là. Merci.